Sarah Monroe était sûre qu'elle allait mourir cette nuit-là. Pas à cause de la tempête qui transformait les rues en rivières violentes. Pas à cause du froid qui pénétrait jusqu'aux os à travers son uniforme de femme de ménage trempée. Mais à cause des mains de la femme qui venaient de la pousser contre l'asphalte mouillé en hurlant « Assassin !» à plein poumon. « Lâche-le. Tu es en train de tuer mon fils. » Sarah sentit le goût du sang dans sa bouche. La chute avait été violente. Sa vision se brouilla un instant. Lorsqu'elle réussit à se concentrer à nouveau, elle vit la femme au manteau de fourrure agenouillée à côté de l'homme inconscient, l'éloignant des mains de Sarah comme si elle représentait une menace mortelle. Mais 3 minutes plus tôt, tout était différent. Sarah essayait juste de rentrer chez elle. Encore un double service à nettoyer des bureaux vides dans le quartier financier. Encore une journée invisible dans une ville qui faisait semblant de ne pas la voir. Le vent fouettait son visage tandis qu'elle serrait son vieux sac contre sa poitrine, protégeant les 15 $ qui lui restaient de la semaine. C'est alors qu'elle entendit le cri. Au secours. Quelqu'un, s'il vous plaît. La voix venait d'une berline noire mal garée au coin de la rue. Un garçon d'environ 8 ans se tenait sur le trottoir, complètement trempé, frappant contre la vitre de la voiture. Sarah hésita. Les gens comme elle apprenaient tôt à ne pas s'impliquer. À baisser la tête. À faire semblant de ne pas voir. Surtout dans des quartiers comme celui-ci, où chaque voiture valait plus que toute sa vie. Mais le garçon la regarda droit dans les yeux. « Mon père. » Il ne se réveille pas. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sarah. Elle traversa la rue en courant, l'eau des caniveaux éclaboussant sous ses baskets usées. Lorsqu'elle arriva près de la voiture, elle vit à travers la vitre embuée un homme inconscient sur le volant, la peau grisâtre, les lèvres violettes. Ses instincts crièrent avant que son esprit ne puisse analyser. Elle connaissait ces signes. Elle les avait vus des dizaines de fois avant de tout perdre. « Ouvre la porte !» ordonna Sarah. Le garçon obéit, les doigts tremblants. L'odeur du cuir cher et du parfum importé envahit ses narines lorsqu'elle se pencha à l'intérieur du véhicule. Elle vérifia rapidement. Pouls très faible, respiration irrégulière, sueur froide. Infarctus aigu du myocarde. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» demanda Sarah en essayant déjà de sortir l'homme. « Je ne sais pas. Il conduisait et tout à coup il a arrêté la voiture et... Aide-moi à le sortir d'ici. » Ensemble, elle et le garçon traînèrent le corps lourd sur l'asphalte mouillé. La pluie tombait sans pitié. Sarah déchira la chemise de l'homme, exposant sa poitrine pâle. Elle positionna ses mains, l'une sur l'autre, et commença. Compression. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque poussée envoyait des vagues de douleur dans ses bras. 3 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois. 3 ans depuis qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher un autre patient. 3 ans depuis qu'on lui avait retiré sa licence pour avoir fait exactement ce qui était juste. Mais le corps n'oublie pas. Les mains connaissaient le rythme. La profondeur exacte. L'urgence nécessaire. 30 compressions. Inclinaison de la tête. 2 ventilations rapides. Recommencer. Il va aller bien ? S'il vous plaît, dis-moi qu'il va aller bien. Le garçon était à genoux à côté d'elle, les larmes se mêlant à la pluie. Sarah ne répondit pas. Elle ne pouvait rien promettre. Pas d'équipement. Pas d'aide. Juste ses mains et une mémoire musculaire qui refusait de mourir. C'est au 3e cycle que la femme arriva. Sarah entendit le bruit des talons frappant le trottoir avant de voir le visage. Puis une silhouette élégante apparut sous un parapluie noir, les yeux écarquillés d'horreur. « Jonathan ! Mon Dieu, Jonathan !» La femme laissa tomber le parapluie et courut vers eux. Pendant une seconde, Sarah pensa qu'elle allait aider, qu'elle allait comprendre, qu'elle allait voir ce qui se passait là, une tentative désespérée de sauver une vie. Au lieu de cela, la femme la repoussa avec une brutalité féroce. « Que fais-tu à mon fils ?» Sarah roula sur le sol mouillé, le choc lui coupant le souffle. Avant qu'elle puisse expliquer, la femme criait déjà. « Assassin ! Vous avez vu ? Elle était en train de le tuer. » « Non. Maman, elle aidait. » Le garçon tenta d'intervenir, mais sa voix se perdit dans le chaos. Sarah se releva en titubant, les mains levées en signe de paix. « Madame, votre mari fait une crise cardiaque. Je faisais de la réanimation. » Menteuse. La femme se plaça entre Sarah et l'homme au sol comme un bouclier humain. « Ne t'approche pas de lui. J'ai vu ce que tu faisais. » Le monde tourna. Sarah reconnut ce regard. C'était le même regard qu'elle avait reçu à l'hôpital 3 ans plus tôt. Le même regard qui avait détruit sa carrière. Le même regard qui disait, sans mots, que des gens comme elle ne sauvaient pas de vie. Des gens comme elle étaient la menace. « Maman, arrête. Elle aidait. »
Le garçon tirait sur le bras de la femme, désespéré. Mais elle n'écoutait pas. Elle avait déjà le téléphone à la main, composant frénétiquement. Police, j'ai besoin d'aide. Une femme a attaqué mon mari. Il saigne, elle a déchiré ses vêtements, je crois qu'elle essayait de voler. Sarah sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pas encore. Pas une deuxième fois. Elle regarda l'homme au sol. Il ne respirait toujours pas correctement. Chaque seconde sans compression signifiait des lésions cérébrales irréversibles. Signifiait la mort. Elle fit un pas en avant. « Recule !» cria la femme. « Il va mourir si je ne continue pas. » La voix de Sarah résonna, lointaine, comme si elle appartenait à une autre personne. « Tu en as déjà fait assez. » Le garçon commença à pleurer. « Maman, s'il te plaît. » Sarah regarda l'enfant dans les yeux et prit une décision. La même décision qui avait détruit sa vie 3 ans plus tôt. La même décision qui allait probablement la détruire à nouveau. Elle avança. La femme tenta de la bloquer, mais Sarah l'esquiva avec une agilité née du désespoir. Elle se remit à genoux à côté de l'homme et reprit les compressions. « Lâche-le. Je vais te poursuivre. Je vais te mettre en prison. » Sarah ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. 1, 2, 3, 4, 5. Des sirènes commencèrent à retentir au loin. La femme continuait de crier, maintenant de nouveau au téléphone, décrivant Sarah comme une menace, une criminelle, une folle qui avait attaqué son mari sans défense. Mais Sarah continua. Parce qu'elle avait appris depuis longtemps que certains choix n'ont pas de retour en arrière. On sauve la vie ou on protège la sienne. Jamais les deux. Les lumières bleues et rouges commencèrent à peindre la rue trempée. Et Sarah Monroe, pour la 2e fois de sa vie, choisit la mauvaise personne à sauver. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Les ambulanciers arrivèrent comme un tourbillon d'uniformes rouges et d'équipements étincelants. Sarah était toujours agenouillée à côté de l'homme lorsque des mains fermes la tirèrent en arrière. « Lâche-le. Maintenant !» 2 policiers l'encerclèrent. L'un d'eux, aux cheveux grisonnants et à l'expression de pierre, lui saisit le poignet avec une force inutile. L'autre, plus jeune, avait déjà la main sur son étui de revolver. « C'est elle. Elle a attaqué mon mari. » La femme pointait Sarah du doigt, le visage déformé par l'hystérie. Elle lui brisait les côtes quand je suis arrivé. Sarah tenta de parler, mais les mots moururent dans sa gorge lorsque le policier plus âgé la retourna brusquement, la poussant contre le côté de la berline noire. Le métal froid pressa son visage. Elle sentit les menottes mordre ses poignets. « Vous avez le droit de garder le silence. »« Attendez. » Le garçon apparut à côté du policier, tirant sur la manche de son uniforme. « Vous ne comprenez pas. Elle sauvait mon père. Phil, écarte-toi. » Le ton était gentil, mais ferme. Le genre de gentillesse condescendante réservée aux enfants confus. « Mais c'est vrai. Mon père s'est évanoui, et elle. Timothy, viens ici maintenant. » La mère tira le garçon par le bras, l'éloignant de Sarah comme si elle était contagieuse. « Ne lui parle pas. » Sarah tourna la tête autant qu'elle put. À travers la pluie et les lumières clignotantes, elle vit les ambulanciers travailler sur l'homme. Masque à oxygène. Moniteur cardiaque. Mouvement rapide et précis. « Il respire ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Tais-toi. » Le policier serra les menottes. « S'il vous plaît, dites-moi seulement s'il respire. » Et Mike. Un des ambulanciers appela le policier plus âgé. « Viens ici une seconde. » Le policier hésita, puis lâcha Sarah contre la voiture et se dirigea vers l'ambulance. Sarah les vit discuter. L'ambulancier gesticulait, pointait la poitrine de l'homme, puis Sarah, puis de nouveau l'homme. Le policier fronça les sourcils. La conversation dura moins d'1 minute, mais sembla une éternité. Lorsque le policier revint, son expression avait changé. Pas exactement amicale, mais l'hostilité brute avait diminué de quelques degrés. « Vous êtes infirmière. » « Je l'étais. » Sarah avala sa salive. « J'ai perdu ma licence il y a 3 ans. » « Pourquoi ?» Elle ferma les yeux. « Ça a de l'importance maintenant. » « Oui, ça en a beaucoup, en fait. » La femme au manteau de fourrure s'approcha, le téléphone toujours collé à l'oreille. « Pourquoi parlez-vous avec elle ? Arrêtez cette femme. »« Madame Carter, nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. » Le policier garda la voix professionnelle, mais Sarah décelait une pointe d'irritation. « Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé cette personne en train d'attaquer mon mari. Les ambulanciers ont dit que quelqu'un lui a fait un massage cardiaque. Un massage correct.
Il a probablement sauvé sa vie. Silence. Sarah vit la couleur disparaître du visage de la femme. Non, elle était. Madame Carter regarda Sarah, puis son mari installé sur la civière, puis de nouveau Sarah. Mais, regarde-la. Et là, elle était. La vérité nue et crue, suspendue dans l'air humide de la nuit comme du linge sale sur un fil. Pas besoin d'autres explications. Pas besoin de plus de mots. Regarde-la. Sarah connaissait le poids de ces 3 mots. Elle savait ce qu'ils signifiaient. Elle avait passé sa vie entière à être jugée pour eux. Enlever les menottes. Le policier plus jeune regarda son partenaire, incertain. « Mike, t'es sûr ? » « Enlève-les. » Le clic du métal s'ouvrant fut le son le plus beau que Sarah ait entendu depuis des années. Elle frotta ses poignets, sentant la circulation revenir douloureusement. C'est absurde. Madame Carter avança. « Vous allez la laisser partir comme ça? Et si elle a volé quelque chose? Et si? Madame, votre mari a fait un infarctus. » L'ambulancier l'interrompit en montant dans l'ambulance. Sans son intervention, il serait probablement mort maintenant. Nous devons l'emmener. Vous venez? La femme resta paralysée, partagée entre son mari emmené et le besoin de voir Sarah punie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Finalement, la biologie l'emporta sur le préjugé. Elle prit la main de son fils et courut vers l'ambulance. Mais avant de monter, elle se retourna une dernière fois. « Je vais découvrir qui vous êtes. Je vais tout enquêter. Si vous avez volé quelque chose, si vous avez touché à quelque chose que vous ne deviez pas. Maman, arrête. » La voix du garçon venait de l'ambulance, pleine de honte. Les portes se fermèrent. La sirène déchira la nuit. Puis, le silence. Sarah resta debout sous la pluie, tremblante. Pas du froid. Du choc retardé de tout ce qui venait de se passer. Ses jambes fléchirent. Elle s'appuya contre la voiture, respirant par à-coups irréguliers. « Tu veux un lift ?» demanda le policier Mike, d'une voix étonnamment douce. Sarah secoua la tête. Elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. « Tu as sauvé sa vie. Tu sais ça, hein ?» Elle acquiesça, mais ne se sentit pas comme une héroïne. Elle se sentit exactement comme 3 ans plus tôt. Épuisée. Usée. Jetable. « Tu veux faire un rapport ? Contre elle ? Pour l'agression ?» Sarah faillit rire. Presque. Ça changerait quelque chose. Le policier ne répondit pas. Pas besoin. Tous deux connaissaient la réponse. Ils partirent 10 minutes plus tard. Sarah resta seule dans la rue vide, la tempête commençant enfin à faiblir. Elle regarda ses mains. Elle tremblait. Il y avait du sang sous ses ongles. Son sang. Celui de l'homme qu'elle avait sauvé. L'homme dont l'épouse l'avait traité d'assassin. Elle commença à marcher. Elle ne savait pas où. Elle savait juste qu'elle devait bouger. Un pied devant l'autre. Gauche, droite, gauche, droite. Elle passa devant des vitrines illuminées de magasins où elle ne pourrait jamais entrer. Devant des restaurants où un seul repas coûtait son loyer hebdomadaire. Devant des gens pressés sous des parapluies chers, qu'il évitait instinctivement, comme si la pauvreté était contagieuse. Lorsqu'elle arriva enfin à son appartement, il était presque 2 heures du matin. Une pièce minuscule dans un immeuble qui aurait dû être condamné il y a 10 ans. Mur fin comme du papier. Chauffage fonctionnant par chance. Mais c'était le sien. Sarah ôta l'uniforme trempé et resta sous la douche froide jusqu'à ne plus rien sentir. Puis elle s'enroula dans la couverture mince et s'assit sur la seule chaise qu'elle possédait, regardant le mur écaillé. 3 ans. 3 ans depuis la dernière fois qu'elle avait utilisé ses compétences pour sauver une vie. 3 ans depuis que le docteur Richard Stanton, chirurgien en chef de l'hôpital général de Riverside, avait détruit sa carrière parce qu'elle avait osé contester une procédure erronée. Parce qu'elle avait choisi le patient plutôt que la hiérarchie. Parce qu'elle avait refusé de se taire pendant qu'un homme mourait. Et puis tout s'écroula. Licence suspendue. Enquête truquée. Porte fermée. Entretien refusé. Le murmure qui la suivait. Problématique. Compliqué. Ne travaille pas bien en équipe. Traduction. Elle ne connaissait pas sa place. Sarah regarda le vieux téléphone sur la table de chevet. 3 messages non lus. 2 factures impayées. Une notification d'expulsion à régler dans les 2 semaines. Elle ferma les yeux. Demain, elle devrait retourner dans les bureaux vides. Dans les toilettes que plus personne ne voulait nettoyer. Dans l'invisibilité qui était devenue sa nouvelle identité. Mais cette nuit-là, pendant quelques minutes au milieu de la tempête, elle avait été infirmière à nouveau. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle paire de menottes. Sarah se réveilla avec quelqu'un frappant à la porte. Ce n'était pas un coup poli.
C'était le genre de coup qui disait « Ouvre maintenant ou je fais tomber la porte ». Elle roula hors de la chaise où elle s'était endormie, son corps protestant à chaque muscle. L'horloge indiquait 7 heures du matin. Elle avait dormi moins de 4 heures. Le coup reprit, plus insistant. « D'accord. J'arrive. » Sarah traversa l'appartement en titubant, portant les mêmes vêtements que la nuit précédente. Elle ouvrit la porte de quelques centimètres, gardant la chaîne de sécurité. Un homme en costume gris impeccable se tenait dans le couloir. Cheveux gris peignés en arrière, lunettes à monture dorée, mallette en cuir à la main. Derrière lui, un énorme garde du corps, les bras croisés. Sarah Monroe. Qui veut savoir? L'homme tendit une carte. Je m'appelle Thomas Wright. Je suis l'avocat personnel de Jonathan Carter. Le monde s'arrêta. Sarah prit la carte avec des doigts tremblants. Lettres dorées en relief. Bureau sur Park Avenue. Le type d'avocat qui facture plus par heure que ce qu'elle gagne en un mois. Je suis venu discuter des événements de la nuit dernière. Je n'ai rien volé. Les mots sortirent avant qu'elle puisse les contrôler. Vous pouvez fouiller mon appartement, il n'y a rien de lui ici. Thomas Wright haussa un sourcil. Je ne suis pas venu pour vous accuser, mademoiselle Monroe. Je suis venu vous remercier. Sarah cligna des yeux. Pardon. Puis-je entrer? Je pense que cette conversation se tiendrait mieux loin du couloir. Elle hésita, puis retira la chaîne. L'avocat entra, le garde resta à l'extérieur. Wright regarda l'appartement minuscule avec une expression soigneusement neutre. Le genre de neutralité qui crie jugement. Monsieur Carter est stable. Il alla droit au but. Les médecins ont dit que c'était de justesse. Quelques minutes de plus et les dommages cérébraux auraient été irréversibles. Vous lui avez sauvé la vie. Sarah croisa les bras. Votre épouse n'avait pas l'air très reconnaissante. Ma cliente était sous le choc. Cela ne reflète pas la position de Monsieur Carter. Wright ouvrit sa mallette et sortit une grosse enveloppe. Il souhaite exprimer sa gratitude. L'enveloppe tomba sur la table branlante. Sarah vit le volume. Pas besoin de l'ouvrir pour savoir qu'il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a demandé que je vous la remette personnellement et qu'il vous dise que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit, il suffit de le contacter. Sarah regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Combien? 20 000 $. L'air lui manqua. 20 000. Elle pouvait payer le loyer en retard. Acheter de la vraie nourriture. Peut-être même chercher un meilleur endroit. 20 000 $, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu réuni en 3 ans. Mais quelque chose clochait. Très mal. Il veut que je signe quelque chose, demanda Sarah, la voix soigneusement contrôlée. Wright sourit. Un petit sourire professionnel. Il y a une simple clause de confidentialité. Déclarant simplement que vous n'allez pas engager de poursuite légale concernant les événements de la nuit dernière, y compris l'agression physique que vous avez subie. Ah, voilà. Il veut m'acheter. Ce n'était pas une question. Il souhaite vous compenser correctement pour vos efforts et éviter des complications légales inutiles. Wright garda un ton parfaitement modulé. C'est un accord équitable, mademoiselle Monroe. Plus qu'équitable. Sarah prit l'enveloppe. Elle en sentit le poids. Imagina ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Toutes les portes qu'elle pourrait ouvrir. Toutes les nuits qu'elle pourrait dormir sans peur. Puis la reposa sur la table. Non. Wright inclina la tête. Pardon. J'ai dit non. Vous pouvez la reprendre. Mademoiselle Monroe, peut-être que vous ne comprenez pas la générosité de cette offre. Je comprends parfaitement. Sarah sentit quelque chose se solidifier en elle. Quelque chose qui était endormi depuis 3 ans. Je comprends qu'il veut être sûr que je ne vais pas poursuivre sa femme pour m'avoir attaqué. Je comprends qu'il veut acheter mon silence. Et je comprends que vous pensez que 20 000 $ suffisent pour faire oublier à une femme pauvre qu'on l'a traitée d'assassin devant des policiers. Il ne s'agit pas de ça. Si, exactement de ça. Sarah ouvrit la porte. Remerciez Monsieur Carter d'avoir survécu. Mais je ne suis pas à vendre. Wright resta un moment figé, recalibrant. Puis remit lentement l'enveloppe dans sa mallette. Vous êtes sûr? Cette offre pourrait ne pas être disponible à nouveau. Absolument. Il marcha vers la porte, puis s'arrêta. Puis-je demander pourquoi? Sans jugement, juste par curiosité. Vous avez clairement besoin de cet argent. Sarah pensa à toutes les raisons. Elle pensa au docteur Stanton, qui avait acheté des témoins et fait taire des voix. Elle pensa à la fois où elle avait cédé à la pression, signé des papiers, accepté des accords,
et comment cela avait détruit son âme autant que sa carrière. Parce que la dernière fois que j'ai fait ce qui était juste et que j'ai ensuite gardé le silence pour de l'argent, j'ai perdu qui j'étais. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Wright hocha lentement la tête. Vous êtes une femme intéressante, mademoiselle Monroe. Je pense que vous regretterez cette décision. Mais je respecte votre choix. Il sortit. La porte se referma. Sarah resta debout dans le silence de l'appartement, tremblante. Elle venait de refuser plus d'argent qu'elle n'en verrait en des années. Probablement la chose la plus idiote qu'elle ait jamais faite. Ou la plus courageuse. Dans les jours suivants, Sarah attendit. Attendit le procès. La rétorsion. Une conséquence terrible de son refus. Rien ne se produisit. La vie continua dans sa routine brutale. Se lever à 5 heures. Nettoyer des bureaux. Rentrer épuisé. Dormir peu. Recommencer. Mais quelque chose avait changé. Sarah le sentait dans ses mains. Dans sa façon de bouger. Elle avait été infirmière à nouveau pendant quelques minutes, et cela avait réveillé quelque chose qu'elle pensait mort. C'était un jeudi, 2 semaines plus tard, que le deuxième enveloppe arriva. Cette fois, livrée par la poste. Sans expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille avec une adresse et une date. Centre médical de Manhattan. Salle de conférence 304. Vendredi, 14 heures. Rien de plus. Juste ça. Sarah tenait le papier, le cœur battant. Cela pouvait être un piège. Cela pouvait être une autre tentative d'acheter son silence. Cela pouvait être n'importe quoi. Mais cela pouvait aussi être une opportunité. Le vendredi, Sarah manqua le travail pour la première fois en 6 mois. Elle mit les seuls vêtements présentables qu'elle possédait et prit le métro jusqu'à Manhattan. Le centre médical était un imposant bâtiment de verre et d'acier, le genre d'endroit où elle avait l'habitude de travailler. Le genre d'endroit qui la faisait se sentir petite maintenant. La réceptionniste la dirigea vers le 3e étage sans poser de questions. Sarah monta en ascenseur, les mains moites. Le couloir était silencieux, sentait le désinfectant et les possibilités. Salle 304. La porte était entr'ouverte. Sarah poussa et entra. Jonathan Carter était assis seul à une table de conférence, sans costume, portant une simple chemise bleue. Il semblait plus petit que lors de la nuit de la tempête. Plus humain. Il y avait une cicatrice récente sur le cou, là où on avait placé un accès veineux. Il se leva en la voyant. « Mademoiselle Monroe. Merci d'être venue. » Sarah resta à la porte, tous les muscles tendus. « Votre avocat a dit que vous respecteriez ma décision. » « Et je respecte. » Carter fit un geste vers une chaise. « S'il vous plaît. Je voulais juste parler. Sans avocat. Sans argent. Juste 2 personnes. » Sarah hésita, puis s'assit sur le bord de la chaise, prête à s'enfuir. « Je me souviens de vous. » Carter parla doucement. Des fragments. Votre voix me disant de tenir. Vos mains sur ma poitrine. La pluie. Puis, plus rien. Je me suis réveillé 3 jours plus tard à l'hôpital. Silence. Timothy m'a tout raconté. Ce que ma femme a fait. Ce qu'elle a dit. Il avala sa salive. Je n'ai pas de mots. Des excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Je sais. Mais je peux essayer de changer ce qui se passe ensuite. Sarah fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Carter ouvrit une chemise sur la table. À l'intérieur, Sarah vit des documents. Beaucoup de documents. Et au sommet, une lettre avec l'entête officielle de la commission de délivrance des licences d'infirmiers de l'État. Sarah regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Qu'est-ce que c'est? Jonathan Carter poussa le classeur plus près d'elle. Ces 15 derniers jours, j'ai engagé des détectives privés pour examiner votre dossier. Le dossier qui vous a fait perdre votre licence il y a 3 ans. Le cœur de Sarah s'emballa. Pourquoi? Parce que Timothy n'arrêtait pas de parler de vous. De la seule personne qui s'est arrêtée. La seule qui a aidé. Et quand ma femme a essayé de justifier ce qu'elle a fait, disant que vous sembliez, eh bien, vous savez ce qu'elle a dit. Carter fit une pause. J'ai décidé de découvrir qui vous étiez vraiment. Sarah sentit la nausée monter. Vous avez enquêté sur ma vie. Oui. Et j'ai découvert que vous n'aviez pas perdu votre licence pour incompétence. Vous l'avez perdue parce que vous avez dénoncé un chirurgien puissant. Carter ouvrit la première page. Dr Richard Stanton, chirurgien en chef, a réalisé une opération cardiaque complexe sous influence de médicaments contrôlés. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez signalé. Et il vous a détruite pour cela. Les mots flottaient dans l'air comme des fantômes.
Sarah n'avait parlé de ce jour à personne depuis 3 ans. Le patient a survécu? Demanda Carter doucement. Non. La voix de Sarah sortit comme un souffle. Mort sur la table. Hémorragie interne. Stanton a raté une incision basique. Quelque chose qu'un résident n'aurait pas raté. Mais dans le rapport officiel. Dans le rapport officiel, c'était ma faute. Moi qui n'ai pas surveillé correctement les signes vitaux. Moi qui n'ai pas alerté l'équipe à temps. Moi qui... Sarah ferma les yeux. Il y avait 5 témoins. J'avais ma parole. Devinez qui a gagné. Carter tourna une autre page. Un des témoins s'est rétracté. Une infirmière nommée Hélène Rodriguez. Elle est maintenant à la retraite, hors de portée de Stanton. Elle a fait une déclaration sous serment admettant qu'elle avait menti sous pression. Sarah leva brusquement les yeux. Quoi? Encore. Nous avons trouvé des dossiers médicaux que Stanton a modifiés. Des emails qu'il avait supprimés mais qui étaient dans les sauvegardes du serveur. Des preuves d'au moins 3 autres cas où il a opéré sous influence. Carter joignit les mains. Mademoiselle Monroe, j'ai ici assez de matériel non seulement pour rétablir votre nom, mais pour faire sortir Stanton de la médecine définitivement. Le silence dans la salle était absolu. Sarah sentait chaque battement de son cœur. Pourquoi faites-vous cela? Carter inspira profondément. Parce que je suis mort cette nuit-là. Techniquement mort. Et la seule raison pour laquelle je suis ici maintenant, c'est parce qu'une femme qui ne me devait rien, qui avait toutes les raisons de passer son chemin, a choisi de s'agenouiller sous la pluie et de briser mes côtes jusqu'à ce que mon cœur recommence à battre. Il fit une pause. Et puis j'ai découvert que cette même femme avait déjà tout sacrifié une fois pour faire ce qui était juste. Et elle en a été punie. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux essayer de corriger cette injustice. Sarah regarda les documents. Des années de douleur là-dedans. Des années à nettoyer des toilettes, à être invisible, à se réveiller en détestant son reflet dans le miroir. Et là, une sortie. Une chance de tout récupérer. Si j'utilise ça contre Stanton, dit-elle lentement, il va me poursuivre. Il va détruire ce qu'il reste de ma vie. Il peut essayer. Carter sourit pour la première fois. Mais il devra passer par mes avocats d'abord. Et je garantis, les miens sont meilleurs que les siens. Sarah prit le classeur avec des mains tremblantes. Feuilleta les pages. Déclaration. Email. Dossiers médicaux. Photos. Tout était réel. Tout était vrai. C'était une vengeance servie sur papier à en-tête. Il y a une autre chose. Carter sortit une autre enveloppe. Fondation Carter pour l'excellence en santé. Nous offrons des bourses aux professionnels médicaux qui démontrent un caractère exceptionnel. Bourse complète. Y compris frais de scolarité, logement et allocation mensuelle pour dépenses. Sarah ouvrit l'enveloppe. Elle vit les chiffres. Elle vit l'opportunité. Vous essayez de m'acheter encore. Mais cette fois, il n'y avait pas de colère dans sa voix. Juste de la fatigue. J'essaie de payer une dette. Vous m'avez rendu ma vie. Laissez-moi vous rendre la vôtre. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Le système de santé a besoin de personnes comme vous. Des gens qui font ce qui est juste même quand tout est en jeu. Carter se leva. Réfléchissez. Pas besoin de décider maintenant. Mais s'il vous plaît, considérez-le au moins. Sarah serra le classeur contre sa poitrine. Et votre femme? Elle sait que vous faites ça? L'expression de Carter s'assombrit. Jennifer est en train de digérer ce qui s'est passé. À sa façon. Thérapie. Conversation difficile. Ça prendra du temps. Elle pense encore que je suis une menace. Elle sait qu'elle avait tort. Si ça la rend moins dangereuse, je ne sais sincèrement pas, il fit une pause. Mais elle ne s'approchera pas de vous. Ça, je vous le garantis. Sarah acquiesça lentement. Se leva, les jambes molles. J'ai besoin de temps. Pour tout digérer. Bien sûr. Mon numéro est là-dedans. Appelez quand vous aurez décidé. Elle était presque à la porte quand il parla de nouveau. Mademoiselle Monroe, j'ai 3 médecins privés. Une équipe de sécurité. Un chauffeur formé au premier secours. Et même avec tout ça, celle qui m'a sauvé était une femme seule sous la pluie, sans équipement, sans aide. Il sourit tristement. Le système a échoué avec moi. Pas vous. Je n'oublierai jamais cela. Sarah sortit du bâtiment en transe. Marcha des pâtés de maison sans direction, le classeur sous le bras. Les rues de Manhattan pulsaient autour d'elle, indifférente à la révolution qui se passait dans sa poitrine. Quand elle s'arrêta enfin, elle se trouvait devant un café. À travers la vitrine,
Elle vit son reflet. Uniforme de femme de ménage décoloré. Baskets usées. Classeur de luxe dans ses mains qui ne correspondait à rien. Elle entra. Commanda un café. Le moins cher du menu, mais toujours un luxe. S'assit dans un coin et ouvrit le classeur à nouveau. Elle lut chaque page. Chaque mot. Chaque preuve de l'injustice qu'elle avait subie et de la chance de la corriger. 3 ans. 3 ans de purgatoire. Et là, la clé du paradis, servie sur un plateau d'argent. Mais il y avait un prix. Il y en a toujours un. Sarah prit le téléphone. Le numéro était là, sur la carte de Carter. Ses doigts hésitèrent sur les touches. Un appel. C'était tout. Un appel et tout changeait. Elle composa. Mademoiselle Monroe. La voix de Carter répondit dès la deuxième sonnerie. J'accepte. Les mots sortirent fermes. Sans hésitation. J'accepte la bourse. J'accepte de poursuivre Stanton. J'accepte tout. Silence de l'autre côté. Puis, vous ne le regretterez pas. Je sais. Et c'était vrai. Sarah le savait dans chaque fibre de son être. Mais il y a une condition. Laquelle? Je veux utiliser cette histoire. Publiquement. Je veux que les gens sachent ce qui s'est passé. Pas pour me faire passer pour une victime. Mais pour montrer que le système est cassé. Et qu'il doit être réparé. Carter rit. Un vrai rire. Surpris. Vous voulez en faire une cause. Je veux en faire un changement. Alors faisons exactement cela. Sarah raccrocha. Resta assise au café pendant encore 1 heure, le café refroidissant devant elle. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique. Les gens couraient à des réunions, à des rendez-vous, à des vies qui avaient du sens. Bientôt, elle serait là. Non seulement en train de survivre, en train de vivre. Mais d'abord, elle avait un compte à régler. Sarah ouvrit le vieux portable qu'elle avait apporté dans son sac. Commence à écrire. Pas une plainte officielle. Pas une dénonciation formelle. Une histoire. Son histoire. L'histoire d'une infirmière qui a tout perdu pour avoir fait ce qui était juste. Qui a été détruite par un système corrompu. Qui a survécu en nettoyant les mêmes couloirs où elle avait autrefois sauvé des vies. Et qui, une nuit de tempête, avait choisi de sauver encore une fois. Les mots coulaient. 3 ans de silence explosant en phrases. En vérité. En douleur, colère et espoir. Quand elle eut terminé, il y avait presque 20 pages. Sarah relut tout. Corrigea. Polit. Puis envoya à 3 endroits. Un journaliste d'investigation, un blog de dénonciation médicale et le service de relations publiques de la Fondation Carter. Elle appuya sur envoyer. Plus de retours en arrière possible. Le téléphone vibra presque immédiatement. Carter. Vous avez envoyé l'histoire. Oui. Stanton va vous poursuivre pour diffamation. Qu'il essaie. Carter rit de nouveau. Vous êtes incroyable, vous savez. Sarah regarda par la vitrine. Le soleil se couchait. Manhattan brillait en or. Je ne suis pas incroyable. Je suis juste fatigué d'avoir peur. Et c'était la vérité la plus pure qu'elle ait jamais dite. L'histoire est devenue virale en moins de 24 heures. Sarah se réveilla le lendemain avec son téléphone qui explosait. Messages. Email. Appel de numéros inconnus. Le journaliste avait publié. Et Le Monde avait répondu. Infirmière noire sauve un milliardaire et est accusée de meurtre. L'histoire qui révèle le racisme dans le système de santé. Le titre était partout. Sites d'information. Réseaux sociaux. Émissions matinales de télévision. En 48 heures, Sarah Monroe avait cessé d'être invisible pour devenir le visage d'une conversation nationale sur les préjugés, l'injustice et le courage. Mais tout n'était pas rose. La 3e nuit après la publication, Sarah rentra chez elle et trouva la porte de son appartement forcée. Rien de valeur n'avait été pris, car il n'y avait rien de valeur à prendre. Mais le message était clair, peint sur le mur à la peinture rouge. Ferme-la. Sarah resta immobile sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas la peur. C'était de la colère. De la pure colère, distillée, brûlant plus fort que toute terreur. Elle prit une photo. Appela la police. Appela Carter. Il arriva avant les policiers, accompagné de 2 gardes et d'une expression sombre. Stanton, dit Carter en regardant le graffiti. Ce n'était pas une question. Ou quelqu'un payé par lui. Sarah croisa les bras, refusant de trembler. Il veut m'intimider. Me faire reculer. Ça marche. Sarah le regarda. Qu'en pensez-vous?
Carter sourit. Un sourire féroce, presque prédateur. Je crois qu'il a choisi la mauvaise personne pour intimider. La police fit le rapport. Les gardes installèrent des caméras. Carter proposa un hôtel, mais Sarah refusa. Elle ne se ferait pas expulser de sa propre maison. Pas encore. Dans les jours suivants, la pression monta. Le docteur Stanton donna une interview télévisée, qualifiant Sarah de menteuse en quête d'attention. Son avocat annonça une plainte pour diffamation. Ses collègues firent des déclarations mettant en doute la santé mentale de Sarah. C'était exactement comme il y a 3 ans. La machine de destruction était en marche. La différence, c'était que cette fois, Sarah n'était pas seule. Hélène Rodriguez, l'infirmière qui s'était rétractée, donna une interview au même journaliste. Ensuite, 2 autres témoins apparurent. Puis un ancien résident. Puis un autre. Le mur de silence commença à se fissurer. Et quand il se fissura, il s'effondra complètement. Des documents furent divulgués. Des emails internes de l'hôpital montrant que l'administration connaissait le problème de Stanton avec les médicaments contrôlés. Des dossiers de patients avec des complications inexplicables. Un modèle de décennie couvert. La commission de licence ouvrit une enquête formelle. L'hôpital suspendit Stanton. La presse dévora chaque détail. Sarah regardait de loin, un mélange de satisfaction et de vide. La vengeance avait le goût des cendres. La justice, elle le découvrit, n'effaçait pas la douleur. Elle validait simplement que la douleur était réelle. C'est Timothy qui changea tout. Le garçon apparut dans l'appartement de Sarah un dimanche après-midi, accompagné de Carter. Il tenait une grande enveloppe, les yeux brillants d'excitation. « J'ai fait un projet sur vous à l'école. » Timothy tendit l'enveloppe. « Je voulais que vous le voyiez. » Sarah ouvrit. À l'intérieur, un travail manuscrit, avec des dessins colorés. « Mon héroïne » était le titre. Page après page détaillant cette nuit-là, ce que Sarah avait fait, pourquoi c'était important. Et à la dernière page, une question qui perça sa poitrine. Combien de personnes meurent parce que personne ne s'arrête pour aider? Sarah regarda le garçon. Tu as vraiment pensé à ça tout seul? Ma prof a dit que les héros portent des capes. Mais vous n'aviez pas de cape. Vous étiez en uniforme de travail. Et pourtant, vous étiez la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Timothy parlait sérieusement, mûr pour ses 8 ans. Je veux être comme vous quand je serai grand. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sarah. Pas de façon mauvaise. De façon nécessaire. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse se contrôler. Carter posa sa main sur son épaule. Vous avez inspiré mon fils. Et pas seulement lui. Vous savez combien de mails la Fondation a reçus depuis que votre histoire a été publiée? Plus de 15 000. Des gens voulant aider. Vouloir changer le système. Vouloir faire la différence. Sarah s'essuya le visage. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'une histoire est devenue un mouvement. Et les mouvements ont besoin de leaders. Carter ouvrit un dossier. Je veux développer la Fondation. Créer un programme dédié à la protection des professionnels de santé qui dénoncent des manquements. Financer leur défense légale. Offrir une réhabilitation de carrière. S'assurer que personne ne perde plus tout pour avoir fait ce qui est juste. Il poussa les documents vers elle. Et je veux que vous dirigiez le programme. Sarah regarda les papiers. Puis Carter. Puis Timothy, qui souriait plein d'espoir. Je n'ai même pas encore recommencé à être infirmière. Vous le serez. La commission a déjà indiqué qu'elle restaurera votre licence avec une excuse formelle. Mais ce n'est que le début, Sarah. Vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez transformer le système qui vous a détruite. Sarah respira profondément. Elle pensa à la fille qu'elle était il y a 3 ans. À la femme qu'elle était devenue durant ses années d'exil. À la personne qu'elle était en train de devenir maintenant. Il y a une condition, dit-elle enfin. Il y en a toujours. Carter rit. Je veux créer une clinique communautaire. Gratuite. Pour les personnes sans accès. Des gens comme moi, qui tombent dans les fissures du système. Sarah sentit sa conviction croître à chaque mot. Je veux que ce soit une partie de la fondation. Pas de la charité. Dignité. Soins de qualité sans question, sans jugement. Carter tendit la main. Marché conclu. La poignée de main fut ferme. C'est là plus qu'un accord. C'est là un partenariat. Une mission. 3 mois plus tard, Sarah Monroe traversa la scène de l'auditorium du centre médical de Manhattan. Il y avait 500 personnes dans l'audience. Caméras de télévision. Journalistes. Et sa mère, qui avait voyagé à travers 2 États pour être là.
La directrice de la commission de licence lui remit le nouveau certificat. Licence restaurée. Dossier propre. Excuses formelles pour les manquements du processus d'enquête initiale. Sarah tint le papier et regarda le public. Elle vit des visages familiers. Hélène Rodriguez. Les gardes de Carter. Timothy au premier rang, tenant une pancarte disant « Mon héroïne ». Et Jennifer Carter, assise à côté de son mari, avec une expression que Sarah ne pouvait pas déchiffrer. Ce n'était pas de l'amitié. Peut-être ne le serait-ce jamais. Mais il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une véritable honte. Quand vint son tour de parler, Sarah n'avait pas de discours préparé. Juste des vérités gardées pendant des années. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma carrière pour avoir fait ce qui était juste. J'ai passé 1095 jours à croire que le courage ne valait rien. Que la dignité était un luxe pour ceux qui pouvaient payer. Que les gens comme moi étaient jetables. Elle fit une pause. Je me trompais. Le silence était absolu. Une nuit de tempête, un garçon m'a demandé de l'aide. Et j'avais toutes les raisons de continuer à marcher. La peur. Le traumatisme. L'autopréservation. Mais je me suis arrêté. Pas parce que je suis une héroïne. Parce que je me suis souvenu qui j'étais avant qu'on essaie de me détruire. Sarah regarda directement les caméras. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour célébrer ma victoire. Je suis ici pour dire que le système est encore brisé. Que Stanton n'est pas un cas isolé. Qu'il y a des milliers de professionnels réduits au silence en ce moment même. Et que nous avons besoin de vous. Elle pointa le public. Nous avons besoin que vous cessiez de marcher. Que vous voyiez l'injustice. Que vous fassiez quelque chose. Les applaudissements commencèrent. Doucement au début, puis comme le tonnerre. Sarah descendit de la scène. Timothy courut et la serra dans ses bras. Carter lui serra la main. Sa mère pleura de fierté. Et quand Sarah quitta le bâtiment cet après-midi-là, elle n'était plus la femme qui était entrée. Elle était à nouveau infirmière. Elle était directrice de programme. Elle était une voix de changement. Mais plus important, elle était elle-même. 6 mois plus tard, la clinique communautaire Sarah Monroe ouvrit ses portes dans un quartier oublié de Brooklyn. Des files se formèrent dès l'aube. Des personnes sans assurance. Des immigrés. Des travailleurs invisibles qui faisaient fonctionner la ville tout en étant ignorés par elle. Sarah était à la réception quand la première patiente entra. Une vieille dame, voûtée par le poids de la vie. « Combien coûte la consultation ?» demanda la femme, hésitante. Sarah sourit. « Rien. Entrez. » La femme se mit à pleurer. Et Sarah comprit, la dignité ne s'achète pas. On l'offre. On se bat pour elle. On la protège avec acharnement. Cette nuit-là, seule dans la clinique après le départ de tous, Sarah regarda par la fenêtre. La ville brillait dehors, indifférente comme toujours. Mais à l'intérieur de ses murs, quelque chose avait changé. Une vie avait sauvé une autre. Qui en avait sauvé des centaines. Qui en sauverait des milliers. Et tout avait commencé parce qu'une femme brisée avait choisi de s'agenouiller sous la pluie. Si vous avez aimé cette histoire de courage et de transformation, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes montrant comment une seule personne peut changer le monde.